Ah, bonjour monsieur Cédric Chevalier, comment allez-vous? Noé Van Poelvoort, bienvenue, bonjour. Ça va? Ça va, vous ne souffrez pas trop de la chaleur en ce 30 août 2050? Ah, MTF, fait chaud, hein, et bon, j'ai quand même 67 ans, mais on s'adapte, je suis résilient. Écoutez, je suis très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. C'est une occasion incroyable pour moi qui suis reporter, donc ici à Liège-la-Verte, de pouvoir discuter avec vous de notre rétrospective 2025-2050, 25 ans d'effondrement climatique avec les journaux L'Avenir Vert. Je voudrais en savoir plus sur votre combat pour doter les biorégions unies de Bruxelles-Brabant et Wallonie d'une véritable stratégie de résilience territoriale. Voilà, Oui. je vous laisse la parole. Nous en sommes vraiment fiers, Eric et moi. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 20, les Verts faisaient quoi, 15-20%, parfois plus au niveau local, alors qu'aujourd'hui, en 2050, on est majoritaire partout. Donc, quel chemin parcouru, quand même. Oui. C'est incroyable. J'ai du mal à imaginer, moi qui suis né en 2016, qu'à l'époque, où il y avait des partis comme le Parti Socialiste, le CDH, qui était climato-modéré, et pire, il y avait le MR, qui était carrément un parti climato-sceptique et qui a complètement... Enfin, ils ont tous disparu, tous ces partis. Alors, c'était bien avant la grande sécheresse de 2025. Et alors, juste avant son décès, mon grand-père, Eric Van Poelvoort, paix à son âme, me parlait beaucoup de vous et de vos activités militantes pour la résilience. Donc, au cours de la période des grands effondrements en cascade 2025, vous avez travaillé pour Etopia. Oui. Voilà. On vit dans un climat très perturbé aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre les écologistes de l'importance de la résilience? Écoutez, à l'époque, il commençait déjà à faire très chaud. Je me souviens, les étés 2018, 2019, 2020, on battait des records de température partout dans nos biorégions ou partout dans le monde. Il y avait des incendies de forêt, les cultures se mettaient à brûler, pénurie d'eau. Et voilà, nous, on était les premiers quasiment, avec d'autres, ça s'organisait, mais à réfléchir à des mesures d'adaptation, hein, on n'arrêtera pas, le coup est parti, et de résilience territoriale. Et bah, c'est vrai qu'on nous prenait un peu partout pour des collapsos givrés, hein, givrés, canicules, vous voyez, non. Enfin, et donc, très peu de politiques apportaient du crédit. Pourtant, des scientifiques comme le vénérable, comment ça s'appelait, Van Dieperszeel, clamait depuis des années, des dizaines d'années qu'on allait dans le mur. Il y a eu, heureusement, ces marches climatiques, la jeunesse dans les rues de Bruxelles et ailleurs, avec des jeunes filles qui prennent la parole. Et notamment, c'était le début d'ailleurs de la présidente de nos biorégions européennes unies, Greta Thunberg, que vous connaissez, commencer dans les rues, oui. Eh bien, je suis franchement époustouflé. Oui. Justement, on a parlé de politiciens. Parlez-moi de la situation politique de l'époque. Comment est-ce que ces décisions ont-elles pu être prises alors qu'on avait quand même au pouvoir des gouvernements climato-sceptiques? Il y avait ce type-là qui disait tout le temps « jobs, jobs, Steve jobs ». Non. Non. Et qui s'est retrouvé d'ailleurs... Oui. sans emploi, suite à sa démission de la présidence du Conseil de l'Europe, à cause d'un fameux scandale climatique en 2022. Et puis aussi, cet impayable bourgmestre d'Anvers, hein, qui se disait... Oui, Bart de Wever, je pense, qui se disait éco-réaliste, et aujourd'hui, sa ville est complètement sous eau. Hein. Oui, ils ont tous les deux, d'ailleurs, condamnés au tribunal climatique international. Hein. Et donc, petite anecdote à propos du Kaiser d'Anvers. Il s'était fait faire une statue à son effigie le long de l'Escaut, statue qu'on peut voir encore maintenant, d'ailleurs. Ah oui, mais avec un costume de plongée, hein, évidemment. Donc, ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, donc les Verts sont montés au pouvoir 2019, dans les communes bien avant, et puis les ministres-présidences dans les deux biorégions à partir de 2024, il y avait eu aussi la rébellion climatique, les choses changeaient vachement. Ils ont proposé le référendum pour les biorégions et ont pu mettre en place avec les communes, les villes, un réel programme qui était un des plus ambitieux qui était à l'époque de la planète, avec un diagnostic territorial au départ, des conseils participatifs citoyens, des conseils scientifiques et toute une série de mesures qui ont été mises en place dès lors. Alors, on va parler un petit peu de la Flandre en particulier. Oui. Donc, que s'est-il passé en Flandre à ce moment-là? Compliqué, hein.
Donc la Flandre a subi quand même de plein fouet la montée au pouvoir d'une droite extrême, nationaliste, néolibérale, climato-sceptique, ce qui n'a pas arrangé les choses, était relativement, ou non même très mal préparé aux grandes crises du XXIe siècle. On a parlé de la crise climatique, énergétique, socio-économique également, et donc a pris quand même malheureusement pas mal de retard. Des militants climatiques ont dû partir sous la pression d'une population qui était dans le déni et dans la haine. La NVA, non, rien de rien. Non. Et donc, ce qui s'est passé, heureusement, des îlots de résilience et d'organisation, de résistance se sont créés grâce là où Groen, les écologistes néerlandophones, flamands, étaient au pouvoir, et donc ont pu récupérer par la suite, alors à ce moment-là, une autre politique. Mais voilà, ça a démarré difficilement. Alors voilà, on a parlé de la Flandre. Au niveau de la Wallonie, comment ça se passait ? Alors, la Wallonie a mis un petit peu plus de temps à avoir un gouvernement, un peu difficile parce que il y avait quand même encore quelques conservateurs dans les pattes, conservateurs en alimentation, il faut toujours éviter, mais enfin bon. Et donc on a mis en place quand même une politique de résilience avec de la permaculture, de l'agroforesterie, surtout dans des zones alimentaires autour des grandes villes, comme à Namur, à Charleroi, à Liège. Ces villes ont été exemplaires. On a réhydraté les paysages avec des fossés remplis d'eau, des mares, des étangs poissonneux, puisque l'effondrement des stocks de poissons maritimes, il fallait trouver des solutions. Les Verts ont été à l'initiative de la création de zones d'activité écologique, un peu sur base des ZAD, comme en France, Notre-Dame-des-Landes, et des stocks ont été créés par-ci, par-là. On a réellement sauvé des vies, effectivement. Oui. Ah oui. Alors, bon, on a parlé de la Flandre, on a vu un petit peu ce qui se passait en Wallonie, et les Bruxellois dans tout ça. Donc, quand j'ai discuté avec grand-père, il m'a expliqué qu'ils ont été les premiers à comprendre finalement le risque climatique, etc. La transition écologique a été intégrée dans la déclaration de politique régionale dès 2019. Absolument. Il m'a parlé du travail exemplaire d'un certain ministre vert marron. C'est Olive, ça. Vert foncé, en tout cas, oui, qui a développé de manière transversale une politique zéro carbone et résilience urbaine au départ de la fameuse administration que tout le monde connaît, Bruxelles Transition et Résilience. Que je me souviens effectivement, une DPR exemplaire avec des objectifs chiffrés, un objectif zéro carbone pour 2050, on y est arrivé. Bon, il y a eu les effondrements en cascade par la suite, mais on y est arrivé. Politique alimentaire, 30% d'alimentation locale produite pour 2035, on y est arrivé. Heureusement, une jeunesse très active, très solidaire, qui a mis en place toute une série de politiques d'émergence. Bien sûr, des riches sont partis en Flandre, ils ont immigré pensant trouver le salut de ce côté-là. Et puis voilà, les politiques avec les îlots de résistance pour lutter, îlots de fraîcheur pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, pourrait monter jusqu'à 55 degrés dans certains quartiers particulièrement minéralisés dans le centre, où les gens parfois doivent aller trouver de la fraîcheur dans les stations de métro, qui étaient à l'arrêt, bien évidemment. Donc les choses se sont mises en place et pas mal, effectivement, de résultats ont été engrangés à ce moment-là. Bien, écoutez, monsieur Cédric Chevalier, je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup. Je constate que les êtres humains sont vraiment pleins de ressources, peut-être quand ils sont face au mur, et que finalement, la survie vaut la peine d'être survécue. Merci à vous.